Au sommaire de cette édition, au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad annonce pour ce mercredi l'arrivée du gouverneur de Kidal. Dans le même temps, la CMA et la plateforme Gatsia, groupe rival, acceptent une trêve sur le terrain. Au Niger, 3 hommes de la brigade anti-émeute ont été condamnés à 1 an de prison ferme et à verser 15 millions de francs CFA pour avoir battu un étudiant lors de la manifestation du 10 avril dernier. En Sierra Leone, on continue d'évaluer les affres des récentes inondations. Dans une école de la capitale, une cinquantaine d'élèves et 2 professeurs sont portés disparus. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous renouveler votre confiance. C'est l'édition donc sur SICA. On démarre donc ce journal par le Mali où il y a 2 bonnes nouvelles pour le nord du pays. La coordination des mouvements de l'Azawad annonce pour ce mercredi l'arrivée du gouverneur de Kidal dans la ville située au nord-ouest sous son contrôle. Ensuite, la CMA et la plateforme Gatsia, groupe rival, acceptent une trêve sur le terrain après une nouvelle violation fin septembre dernier du cessez-le-feu. Il y a encore 2 semaines, les ex-rebelles ne voulaient pas entendre parler du retour d'un gouverneur qu'ils n'avaient pas fait nommer. Aujourd'hui, certains n'hésitent pas à parler d'un début de retour de l'État malien à Kidal. Mais pour le début du retour de l'État à Kidal, eh bien, l'acceptation de la trêve, la mission de l'ONU au Mali ainsi que le ministère malien de l'administration territoriale ont joué les facilitateurs. L'Angola vote ce mercredi pour des élections générales qui marquent la fin du règne exercé depuis 38 ans par le président Eduardo Santos. À la veille de ces élections historiques, le fervent journaliste et militant anticorruption Rafael Marquez a dénoncé du moins le vote. Pour lui, le scrutin est truqué d'avance. On l'écoute. Cette élection est pratiquement juste une formalité car nous connaissons déjà les résultats et la plupart de la population connaît déjà les résultats. Et la question est comment le MPLA va essayer de comprendre à quel point la population est mécontente, à quel point elle n'est pas heureuse et donner plus de place à l'opposition. Parce que les élections sont truquées, les résultats sont prédéterminés avant même que l'élection n'ait lieu. La contribution de Dos Santos pour ce pays est la corruption institutionnalisée. C'est la destruction du tissu social angolais dans lequel les gens pensent que le seul moyen d'améliorer leur destin, leur vie, c'est à travers la corruption. Ce n'est pas à travers le travail acharné, ce n'est pas à travers l'éducation, ça ne contribue pas selon eux au bien-être commun. Au Gabon, le nouveau gouvernement dévoilé en début de semaine a consacré l'entrée de figures de l'opposition au sein de l'exécutif. Cette nouvelle équipe, qui comprend toujours des principaux lieutenants du chef de l'État, doit traduire en texte de loi les conclusions du dialogue politique organisé par le président Ali Ben Bongo. Au Gabon, la présidence a annoncé lundi un léger remaniement ministériel ainsi que la nomination de 2 opposants modérés à des postes institutionnels. Tous issus du parti d'opposition Union nationale UN, Estelle Ondo occupera désormais le portefeuille des transports et Patrick Eyogo Edzong coiffera les eaux et l'énergie. Si la première a été déjà exclue de l'UN, le second doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du parti. Le nouveau gouvernement, qui compte 38 membres contre 40 dans le précédent, comprend toujours les poids lourds de l'équipe, comme le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, Alain-Claude Billy-Binzé ou encore Étienne Massard, qui conservent leurs postes respectifs. Par ailleurs, la vice-présidence de la République a été restaurée et le poste confié à Pierre Claver Maganga Moussavou, opposant modéré et candidat à la dernière élection présidentielle. La présidence du Conseil économique et social
revient à René Ndemezo Obiang, ex-directeur de campagne de Jean-Ping et rival du président Ali Bongo lors de la dernière élection. Ce nouveau gouvernement aura notamment pour mission de traduire en texte de loi les conclusions du dialogue politique initié par le président Ali Bongo. Au Niger, cette fois, 3 policiers ont été condamnés mardi à 1 an de prison ferme pour avoir battu un étudiant lors de la manifestation du 10 avril dernier qui avait dégénéré en affrontement entre jeunes et forces de l'ordre, faisant un mort côté étudiant et une centaine de blessés dans les 2 camps. Au lendemain de la manifestation, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avait choqué plus d'un Nigérien. On y voyait un étudiant couché à l'arrière d'un pick-up battu à coups de matraque par des policiers. Face donc à l'émotion suscitée, la Direction nationale de la police était sortie de son silence une semaine plus tard pour condamner ces pratiques et annoncer l'arrestation de 3 policiers. Ces éléments de la brigade anti-émeute ont été condamnés à la prison et à verser 15 millions de francs CFA. En Centrafrique, le réseau des populations autochtones et locales de Centrafrique a célébré la journée internationale des peuples autonomes. Il s'agit d'un réseau qui a, entre autres, pour mission de faire le plaidoyer et le lobbying en faveur des peuples autochtones et d'appuyer les associations et groupements autochtones dans les activités génératrices de revenus. On fait le point avec notre correspondant sur place, Marie-Hubert Djamani. C'est sur ce thème que cette journée, instituée en décembre 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies, est commémorée en l'honneur de tous les acteurs communautaires qui, au prix de leur vie, se sont engagés à porter assistance ou secours aux populations en détresse, victimes de catastrophes, cataclysmes ou autres calamités d'origine naturelle ou humaine, comme les conflits armés. Quand on fait du mal à une personne qui vient aider, ça veut dire qu'on tue doublement la personne qui est affectée. Donc vraiment, ça c'est depuis hier que je ne cesse de lancer un appel vis-à-vis des belligérants en leur disant la population ne doit pas être au milieu de tous ces conflits. La population ne demande qu'une chose, vivre en paix. Pour les autorités centrafricaines, cette journée est une opportunité pour interpeller la communauté internationale sur le drame humanitaire qui continue de sévir dans le pays. Elle est aussi une occasion de rassurer la population de l'engagement du gouvernement et des partenaires humanitaires à soulager la souffrance même dans les situations d'extrême précarité que traverse la Centrafrique. C'est ça l'appel que nous faisons aujourd'hui. Ne nous prenez pas comme cible, ne prenez pas comme cible les civils et respectez le minimum, le droit international humanitaire pour nous permettre d'apporter l'aide, l'appui, le secours aux populations. Les acteurs humanitaires ont payé un lourd tribut à la crise qui sévit dans le pays depuis 5 ans. La Journée internationale de l'aide humanitaire est pour nous tous l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. En Sierra Leone, on continue de pleurer les affres des récentes inondations. C'est le cas de Anne-Marie Kulkao, directrice d'école à Freetown, où une 50aine d'élèves et 2 professeurs sont portés jusque-là disparus. Ceci après les inondations de la nuit du 13 au 14 août. C'est une large cicatrice de gravats qui défigure désormais ce quartier situé en contrebas d'une colline qui s'est partiellement effondrée. La coulée de boue qui a déferlé au milieu de la nuit a tout dévasté sur son passage, emportant avec elle des centaines de personnes. Tous ces rochers n'étaient pas là, ils sont venus avec la coulée de boue. Il y avait des maisons partout avant, tant de gens sont morts. Anne-Marie dirige une petite école sur les hauteurs. Depuis lundi dernier, elle est sans nouvelles d'une 50aine d'élèves et de 2 professeurs.
Ils font partie des quelques 600 personnes toujours portées disparues. Les cours d'été ont dû être interrompus. On avait pas mal de chaises et de bancs. Ils ont tout volé à la suite de la catastrophe. Il y a des gens qui pillent, qui volent. Pour les professeurs de l'école qui ont perdu au moins 6 élèves, le cœur n'y est plus. On est découragés. On éduque les enfants pour qu'ils aient un meilleur futur et puis aujourd'hui ils sont morts. Chaque dimanche, l'école organise une messe. Pour les gens de la communauté, c'est l'occasion de parler de leur traumatisme et de se soutenir les uns les autres. Le pasteur nous a dit d'être patients, de nous aimer les uns les autres, que l'espoir n'avait pas disparu. Au moins, certains d'entre nous sont encore en vie. Cela veut dire qu'il reste de l'espoir. Les recherches continuent en Sierra Leone pour retrouver les corps des disparus. Le pays a décrété un deuil national d'1 semaine. Une note de sport dans cette édition en prévision de la double confrontation Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le sélectionneur national des étalons du Burkina Faso a dévoilé une liste de 23 joueurs. C'était à Ouagadougou au cours d'une conférence en présence de notre correspondant sur place, Claude Romba. Le mot qu'on puisse dire, c'est que Paulo Duarte s'est tiré les cheveux pour composer sa liste de 23 étalons pour la double confrontation importante contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Exit de sa sélection des cadres comme Jonathan Pitropa sans club et Abdul Razak Traoré blessé. Le sélectionneur du Burkina doit faire face à une cascade de blessures au sein de l'équipe. La structure, la colonne vertébrale de l'équipe est blessé, n'est pas là, comme Razak il est blessé, Pitropa n'a pas club, Charles un peu blessé, Steve Yago un peu blessé, mais je pense qu'il va jouer. Koné vient de blessure, il n'a pas compétition, mais on doit l'inviter parce que c'est un joueur très important. Il n'y en a pas un joueur avec sa maturité et avec sa liderança. Mais on parle d'une colonne vertébrale d'une équipe. Mais on a aussi de bons joueurs comme Alain, comme Blati, comme autres joueurs jeunes qui ont découvert, mais pas de quoi troubler outre mesure le sommeil de Paulo Duarte, puisque pour la plupart, les cadres sont là, à quelques éléments près. Même s'ils tiennent sur une jambe, le sélectionneur burkinabé a préparé un plan B avec une préliste de 26 joueurs prêts à pallier des blessures éventuelles dans le groupe. Tout faire pour ne perdre pas la qualité de jeu, on va tout faire pour bien défendre. Et quand tu bien défends, normalement, tu es plus proche de gagner. Et bien défendre, ça veut dire défendre beaucoup. C'est exactement le contraire. C'est bien défendre, ça veut dire une équipe organisée, une équipe bien placée. Le coach burkinabé a également dévoilé son plan de préparation qui s'étale sur 9 jours. Divisé en 3 étapes, du 27 au 31 août, les étalons établiront leur camp de base à Lisbonne au Portugal avant de rallier Dakar pour le match aller le 2 septembre. La 3e étape s'effectuera à Ouagadougou du 3 au 5 septembre pour le match retour. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur SICA.